Bonjour Olivier Faure. Bonjour, Javid Imbert. Que pensez-vous, on en parlait dans le journal à l'instant, des pistes lancées hier par le gouvernement pour, je cite, sauver l'emploi, notamment l'aide massive à l'apprentissage pour aider les entreprises à employer un jeune qui, on sait que le chômage des jeunes, ça risque d'être la principale plaie des prochains mois. Est-ce qu'il en faudrait plus? Est-ce qu'il en faudrait autre chose selon vous? Bon, ce qui a été proposé hier sur l'apprentissage, très bien. Mais effectivement, ça n'est pas suffisant. Et tout le problème avec ce gouvernement, c'est d'avoir laissé penser qu'on pouvait attendre le mois de septembre pour afficher enfin un plan qui permette le rebond, le déconfinement de l'économie après avoir déconfiné en fait les habitants. Or, la question, c'est que ces chômeurs qui arrivent par centaines de milliers ne peuvent pas attendre le mois de septembre, et ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont aussi, malheureusement, passer à la faillite si on ne se dépêche pas. Or, que faudrait-il faire? Il faut mettre de l'argent dans la machine. Il faut qu'aujourd'hui, on ouvre d'une façon les vannes de la dépense publique. Et il faudrait le faire, par exemple, sur un grand plan d'investissement sur la rénovation thermique. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on doit faire aujourd'hui doit permettre à la fois le rebond économique, doit permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et quand on rénove les bâtiments, ça permet d'avoir une consommation qui est moindre. Et puis en même temps, faire en sorte que la planète soit aussi la grande bénéficiaire de la période. Donc, si on veut arriver à avancer vite, il faut aussi des mesures qui viennent rapidement. Et commencer... Je reprends une de vos expressions, il faut ouvrir les vannes de la dépense publique plus qu'elles n'ont été ouvertes jusqu'à présent, alors que justement certains reprochent au gouvernement de les avoir déjà trop ouvertes. En tout cas, il ne faut pas les refermer, parce que ce qui s'est fait sur le chômage partiel, pour prendre cet exemple-là, il fallait le faire. Et maintenant, il ne faut pas brutalement fermer le robinet, parce que les entreprises, elles ne vont pas reprendre leur vie comme si rien ne s'était passé et arriver à retrouver leur rythme de croisière. Donc pendant que cette période-là n'existe pas encore, il faut permettre à la fois que le temps de travail soit moins important, mais que pendant ce temps, pendant que les entreprises payent moins, eh bien l'État compense et permette aux salariés d'être financés à 100%. Olivier Faure, sur la réforme de l'assurance chômage, je cite ce qui se dit au ministère du Travail, les choses sont très très ouvertes. Vous comprenez ça comment? Ça veut dire que cette réforme, pour vous, elle est enterrée? Moi, ce que je demande depuis le début de cette crise sanitaire, parce que tout le monde sait depuis le départ qu'il y aurait derrière une crise économique et donc une crise sociale. Je demande que cette réforme soit abrogée. Oui, abrogée. Pas seulement suspendue. Pas seulement suspendue, parce que chacun en sait les conséquences. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle elle a été jusqu'ici suspendue, c'est que même le gouvernement en reconnaît à demi-mot la nocivité. Et donc, puisqu'elle est nocive, parce qu'elle va frapper toutes celles et ceux qui aujourd'hui ne pourront pas être indemnisés, ou ceux qui le seront moitié moins. Eh bien, il faut effectivement l'abroger. Point. Pourquoi avoir mis en scène hier une réunion avec les partenaires sociaux, si ce n'est que pour leur dire qu'on verra plus tard? Non, il y a une décision qui est simple à prendre. Il faut abroger cette réforme de l'assurance chômage. Parce qu'elle est vraiment, c'était les mots de Laurent Berger il y a quelques mois déjà, une tuerie, un massacre. Un autre sujet, Olivier Faure, quel est votre regard sur la contagion de la colère après la mort de George Floyd, cet homme noir aux États-Unis, tué par un policier blanc? Des manifestations en France, en Europe, mais en France, dénoncent aussi les violences policières et le racisme qui existerait au sein de la police. Est-ce que vous soutenez ou est-ce que vous comprenez au moins cette colère? Je dis comme ceux qui manifestent, halte au déni. Halte au déni de réalité. Il y a aujourd'hui, effectivement, dans la police, des racistes, comme il y en a d'ailleurs partout en France. Plus qu'ailleurs. Comme il y en a partout en France. Mais justement, la différence entre la police et la population, c'est que la police dispose de ce qu'on appelle le droit, la violence légitime, le monopole de la violence légitime. Et donc, cela suppose une police républicaine exemplaire. Exemplaire, ça suppose donc qu'à chaque fois qu'il y a un acte, des mots qui sont empreints de racisme, ils soient sanctionnés. On ne peut pas continuer à fermer les yeux et laisser penser que finalement, ça n'est pas si grave. Si, c'est grave. La police républicaine doit être celle qui protège les Français et qui applique strictement nos principes républicains. Vous savez que lorsqu'on dit qu'il y a du racisme dans la police, ça suscite beaucoup de colère aussi de la part des policiers, du directeur général de la police hier qui s'exprimait chez nos confrères du Parisien, qui explique qu'aujourd'hui la police, elle est black, blanc, beurre, qu'il n'y a pas plus de racisme qu'ailleurs. Est-ce que vous entendez ces arguments? Javid Imbert, je ne dis pas la police est raciste. Je dis qu'il y a du racisme dans la police. C'est très différent. Il y a un site hier qui a révélé qu'on a une page Facebook avec 8000 agents fonctionnaires de police qui partagent des contenus
qui sont à la fois racistes, homophobes, sexistes. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque Et chose qui qu'est-ce se que vous passe. demandez dès lors alors? Mais moi, je demande qu'on sanctionne systématiquement celles et ceux qui se trompent sur Mais même leur vous dites vocation. donc que ce n'est pas assez appliqué aujourd'hui, qu'on laisse, qu'il y a une sorte de laxisme Mais par je dis rapport que sur le à ces recrutement, opinions sur ou à la ces pratiques. formation, sur les sanctions, il faut être d'une sévérité exemplaire. On ne peut pas laisser se développer. Mais le contrat de confiance qu'il y a entre une population et sa police, c'est quoi? C'est le respect des principes républicains. Je ne dis pas que la France, ce sont les États-Unis. Mais moi, je ne veux pas que la police française devienne la police américaine. Dans 3 semaines, autre sujet, le second tour des élections municipales. Vous avez des espoirs de conquête dans plusieurs villes, mais dans plusieurs grandes villes même, hein, mais dans au moins 3 d'entre elles. C'est derrière des têtes de liste écologistes à Lyon, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous contentez au Parti socialiste de jouer plutôt les seconds rôles derrière les écolos? Vous venez de dire vous-même, David Damberg, qu'il y avait beaucoup de villes que nous Oui. pouvons nous-mêmes Mais là, j'en ai cité conquérir. 3 grandes. Vous citez ces 3-là, je pourrais en citer d'autres. Ouais. Je pourrais citer Nancy, Montpellier, qui sont des villes où ce sont les écologistes qui sont derrière les socialistes. Mais peu importe, fondamentalement. Ça m'est égal. Moi, ce que je veux, c'est que la victoire d'un bloc social et écologique qui permette de montrer qu'il y a un autre avenir possible et qu'on n'est pas condamné définitivement à avoir le choix entre l'extrême droite et les libéraux. Il y a un autre choix possible et le 28 juin, j'espère que les Français seront nombreux à faire ce choix-là. Mais peu importe, vous dites, peu importe, ça vaut aussi pour 2022. Ça veut dire que l'élection présidentielle, maintenant, elle est dans moins de 2 ans. On pourrait avoir un candidat écologiste qui rassemble tout le monde, y compris votre parti. Ce serait une première. Ça veut dire qu'on peut avoir ou un candidat socialiste ou un candidat écologiste. Quelle est la question? C'est pas de savoir d'où on vient, mais où on va ensemble. Et moi, je souhaite quelqu'un qui nous emmène là où nous voulons aller ensemble, quelle que soit son origine. Qui serait, par exemple, Yannick Jadot, ça pourrait être ce quelqu'un? Mais je ne dirai pas aujourd'hui qui ce sera. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je veux que celui ou celle-là nous emmène à l'endroit où nous avons décidé d'aller ensemble. Même C'est si ce ça n'est la pas un vraie question. socialiste, hein, vous entend bien. Y compris si ce n'est pas socialiste, mais ça peut l'être aussi. Voilà, donc on verra bien. Le mieux placé, le moment venu, est celui qui porte un projet collectif. Allez, une dernière question avec une réponse brève, s'il vous plaît. Il y a une ville de plus de 100 000 habitants, Perpignan, qui a une probabilité assez forte d'être conquise par l'extrême droite et le Rassemblement national avec Louis Alliot. Pourquoi soutenez-vous aussi mollement le Front républicain qui s'est constitué derrière Jean-Marc Pujol, l'actuel maire de droite de cette ville? On vous a connu plus déterminé. Mais je suis déterminé et j'appelle à voter contre le Front National. À l'évidence, il n'y a aucune... La candidate écologiste qui était sur une liste d'union de la gauche et des écologistes au premier tour s'est retirée. Et je souhaite, comme Carole Delga, la présidente de région, je souhaite que, évidemment, Louis Alliot soit battu le 28 juin prochain. On vous a entendu. Merci beaucoup, Merci Olivier beaucoup. Faure.